Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire les protocoles des sages d'Ession, issus de l'ouvrage de Serge Monast intitulé Le plan des Illuminati pour la domination du monde par Satan. Je cite: Le plan aux mille visages, l'enfer sur terre. Le protocole des sages de Sion, le projet, le plan à long terme, le complot, la conspiration, quel que soit le nom par lequel il peut être identifié, celui-ci est une seule et même trame mise sur pied par un petit groupe d'hommes immensément riches, extrêmement rusés et astucieux, possédant une extrême influence et utilisant l'or, les mensonges, les supercheries pour renverser et pervertir l'espèce humaine. Les Illuminati utilisent la promesse de la richesse, de la luxure, des plaisirs charnels pour séduire et attirer les hommes loin de Dieu pour les subjuguer au pouvoir de Satan. Ici, les sages de Sion se réfèrent aux Illuminati. Quant au protocole, ce terme se réfère au registre, aux archives originales de la conspiration par laquelle les Illuminati ont l'intention d'utiliser les internationalistes de tout genre, de toute catégorie, afin de réaliser leurs ambitions secrètes de former une dictature mondiale. L'on pourrait résumer à environ une dizaine de points différents ce qui compose la base des Illuminati et de leur plan. Premièrement, les membres des Illuminati sont tous des internationalistes. 2. Les Illuminati ne dorment allégeance à aucun souverain, aucun gouvernement, excepté à la tête même de leur propre secte. 3. Les Illuminati n'adorent aucun autre dieu que Mammon. 4. Les Illuminati acceptent Satan comme étant pour eux-mêmes le chaînon manquant entre eux et leur dieu, Mammon. 5. Les Illuminati n'accordent de loyauté à aucune nation, aucun gouvernement. 6. Les Illuminati ont un seul but. 7. Le but des Illuminati est d'obtenir le contrôle, le pouvoir absolu sur toutes les richesses, les ressources naturelles et la main-d'œuvre du monde entier. 8. Pour atteindre ce but, les Illuminati travaillent sans cesse à diviser les populations, à élever les hommes les uns contre les autres, en encourageant les oppositions, les différences entre les groupes raciaux, les nationalités, les religions. 9. Ensuite, les Illuminati portent ces groupes à se battre entre eux et à s'affaiblir dans le but de les assujettir tous plus facilement. 10. Puis, le jour où, selon eux, c'est-à-dire les Illuminati, leur temps sera fatalement arrivé, alors ils n'hésiteront pas à imposer aux hommes de la Terre une forme de despotisme satanique sous le couvercle d'un gouvernement mondial régi par un seul chef, le suprême dictateur. Quant au plan des Illuminati, quelques-uns des articles qui le composent suffisent pour nous donner une idée assez exacte de leur philosophie de base. Premièrement, article 1, paragraphe 2, je cite: L'antisémitisme est indispensable pour nous dans l'administration du plus petit de nos frères. Deuxièmement, article 15, paragraphe 1, quand nous hériterons de notre royaume à l'aide de coups d'État préparés partout pour la même journée, une fois achevée la chute morale et physique de toutes les frimes existantes de gouvernement, nous nous ferons le devoir que, contre nous, des choses telles que des complots ne puissent plus exister. Pour cela, nous tuerons sans pitié qui que ce soit qui prendra les zones en vue de s'opposer à l'établissement de notre royaume. N'importe quelle sorte de nouvelle institution ou quoi que ce soit ressemblant à une société secrète sera aussi puni de mort. Et les sociétés qui existent en ce moment, et celles qui nous servent ou nous ont servi, nous devrons les envoyer en exil dans des continents situés loin de l'Europe. Troisièmement, article 2, paragraphe 5, à travers la presse, nous avons acquis le pouvoir d'influencer tout en demeurant dans l'ombre. 4, article 1, paragraphe 12, notre droit repose dans la force. Le mot droit est une idée abstraite qui ne prouve rien. Les rois furent détrônés parce qu'ils régnaient d'après le droit divin et par hérédité. Il fallait les remplacer par des républiques et des présidents. 5, article 10, paragraphe 13, de manière à ce que notre plan puisse produire des résultats, nous devrons organiser en notre faveur l'élection des présidents qui ont déjà quelques fautes à se reprocher dans leur passé. Ainsi, ils représenteront des agents de valeur pour l'accomplissement de nos plans et nous devrons investir le président du droit de déclarer l'état de guerre, l'état des mesures de guerre. Nous justifierons ce dernier droit sur la base que le président, en tant que chef des armées du pays, doit les avoir à sa disposition en cas de besoin pour la défense de la nouvelle constitution républicaine, etc. Ceci ne ressemble-t-il pas à la manière dont le pouvoir politique est organisé aux États-Unis? 6. Article 1, paragraphe 15. Notre pouvoir sera encore plus invincible que n'importe quel autre parce qu'il demeurera invisible jusqu'au moment où nous serons suffisamment forts pour qu'aucune ruse ne puisse jamais le dominer. 7. Article 4, paragraphe 2. Qui ou quoi est en position pour renverser une force invisible? Et c'est précisément ce qu'est notre force. 8. Article 5, paragraphe 11. Il n'y a rien de plus dangereux, pour notre cause, que l'initiative personnelle. De telles initiatives peuvent nous faire plus de tort que pourraient nous en faire des millions de personnes parmi lesquelles nous aurions déjà semé la discorde. Tous ces articles, même éparses, confirment assez bien que les Illuminati issus de la pensée de Adam Weishaupt sont prêts à tout pour en arriver à: premièrement, l'abolition de tous les gouvernements nationaux.
2. L'abolition de tout héritage, de tout patrimoine. 3. L'abolition de la propriété privée. 4. L'abolition du patriotisme. 5. L'abolition de la maison unifamiliale et de la vie familiale en tant que cellule par laquelle proviennent toutes les civilisations. 6. L'abolition de toutes les religions établies et existantes, de sorte que l'idéologie luciférienne du totalitarisme puisse être imposée à toute l'humanité. Une fois accomplie la réalisation infernale d'un tel plan, une fois atteinte la phase finale de la conspiration, le gouvernement se composera du roi despote, de la synagogue de Satan et de quelques millionnaires économistes et scientistes qui auront prouvé leur dévotion à la cause luciférienne. Toutes les autres devront être intégrées par une insémination artificielle pratiquée à une échelle internationale à une vaste conglomération d'une humanité métissée. D'ailleurs, Bertrand Russell n'a-t-il pas déjà affirmé, je cite, en fin de compte, moins de 30% de la population femelle et 5% de la population mâle sera utilisée à des buts de reproduction. La reproduction sera limitée strictement au type et au nombre requis pour combler les besoins de l'État. Le complot contre les Juifs, les boucs émissaires des Illuminati. Le protocole des sages de Sion, ou Zion, ne furent pas écrits par un ou des Juifs. Les origines de la rédaction de ce document remontent loin, semble-t-il, dans l'histoire humaine. Par contre, son contenu satanique et l'usage que les Illuminati en ont fait depuis 1785 environ démontrent qu'il s'agit bien du plan de Lucifer. Parce que la politique des directeurs des Illuminati est de travailler dans l'ombre et de ne jamais permettre à quiconque, si possible, de les identifier ou de prouver leur relation avec les forces révolutionnaires, il fut décidé en 1893 de transformer le document trouvé à Rastibon en 1785, de manière à ce que les soupçons soient portés plutôt sur les chefs du mouvement révolutionnaire juif en Russie que les directeurs même des Illuminati. Ainsi, en 1900, les Illuminati s'organisèrent donc pour transformer le plan original de 1785 afin que celui-ci serve mieux leur but et objectif. Après avoir terminé les transformations requises pour porter le monde à croire que les Juifs complotaient pour obtenir la domination du monde en accord, surtout avec le contenu politique faisant partie du sionisme politique, les Illuminati s'arrangèrent pour que le plan soit placé entre les mains de Sergi Nilus, historien et écrivain russe des années 1900. Ce plan, qui faisait état d'un complot organisé pour détruire entre autres toutes les formes de nationalisme, ainsi que la chrétienté, qui de plus renfermait comme but ultime celui d'obtenir le contrôle absolu de toutes les richesses, les ressources naturelles et la main-d'œuvre du monde afin de porter au pouvoir un âge messianique. Ce plan donc fut tout d'abord publié par le professeur Nilus en 1905 sous le titre évocateur Le Péril juif, puis par la suite sous d'autres titres tendancieux comme le Protocole des sages de Sion, écrit supposément par Victor Marsden et publié à Londres en 1921 par la Briton Publishing Society. D'ailleurs, en 1893, lors d'une réunion, les directeurs des Illuminati avaient décidé de se servir du peuple juif comme bouc émissaire de leur plan. Ce fut pourquoi ils planifièrent, par financement secret, la guerre américano-espagnole de 1898 dans le but de donner à des Juifs le contrôle de l'industrie du sucre à Cuba, celle des Boers de 1899 dans le but de donner à ces derniers le contrôle des mines de diamants et des champs aurifères africain, pardon. Celle de 1904 qui opposa la Russie au Japon, mais ici dans le but d'affaiblir le gouvernement des tsars de l'économie russe afin de pousser le peuple en 1905 à se révolter, ce qui se produisit comme prévu d'ailleurs. Ainsi, les Juifs étant blâmés comme étant les auteurs et les responsables premiers de la conspiration mondiale, les Illuminati acquièrent donc la certitude que la vague d'antisémitisme créée en France et en Russie laisserait au directeur des Illuminati le champ libre, sans être suspecté pour poursuivre avec les plans prévus contenant les révolutions et les guerres prévues pour se produire au XXe siècle. L'esprit surnaturel du plan des Illuminati. Plusieurs éléments nous permettent d'en arriver à la malheureuse conclusion que le plan travaillé par Weishaupt et terminé le 1er mai 1776 est plutôt d'esprit surnaturel, même satanique que simplement humain. Une dizaine de points furent retenus entre autres afin d'en mieux saisir la source réelle. Petit 1, le plan est parfait et à date il s'est déroulé dans une continuité que rien de naturel ou d'humain ne permet d'expliquer. 2, les documents composant ce plan représentent bien une conspiration par laquelle Satan espérait établir son royaume sur Terre. 3, si celui-ci réussit tel que prévu, les chrétiens et les juifs, les noirs et les blancs, les ariens et les sémites, les communistes et les nazis, les socialistes et les capitalistes devront tous tomber à genoux et adorer la majesté satanique. 4. Les hommes obtiendront filialement la paix et la sécurité du berceau à la tombe, mais l'apprécieront-ils et en profiteront-ils pleinement? 5. Le ou les auteurs du plan disent clairement qu'ils utiliseront l'antisémitisme pour arriver à leur fin. 6. Les directeurs de la conspiration n'ont aucun favori en ce qui concerne les races et les nationalités. 7. Le ou les auteurs du plan sacrifieront les juifs et les gentils de la même manière. 8.
Les directeurs des Illuminati reconnaissent que depuis 1773, ils se sont servis du darwinisme, du communisme, du sionisme pour poursuivre leurs ambitions secrètes. 9. Ces mêmes directeurs se vantent qu'ils agiront en coulisses et qu'ils se serviront d'Agentur, entraînés depuis leur naissance, afin d'agir en tant qu'aviseurs et spécialistes pour exécuter leurs ordres. 10. Depuis quelques 200 ans, l'histoire a prouvé, plus d'une fois, que celui ou ceux qui ont rédigé le plan ont réussi à diviser l'espèce humaine en camps opposés, tout en poursuivant en secret leur action. Juger un arbre à ses fruits, reconnaître la source d'une œuvre d'après ses réalisations et ses effets, arriver à comprendre un individu à partir de ses paroles, écrits et comportements. Ce ne sont là que quelques-uns des moyens possibles pour saisir le sens et les origines d'une œuvre quelle qu'elle soit. Si nous prenons ces mêmes références pour les appliquer dans le cas de ce plan, alors il est possible de dégager ceci. Petit 1, le plan encourage, promet même l'utilisation de la violence sous toutes ses formes, l'hypocrisie, le mensonge, la délation, le vol, la trahison et le meurtre pour arriver à ses fins. 2. Les créations du plan, entre autres la Révolution de 1789 en France, le communisme et le nazisme, pour ne nommer que celle-là, font ressortir par leurs effets l'application de tout ce qui fut identifié au mal dans toutes les religions de l'histoire humaine. 3. Le plan reconnaît sa volonté de diviser les hommes entre eux pour les pousser à s'autodétruire. 4. Le plan encourage l'action invisible et non ouverte, ce qui identifie encore une fois dans sa volonté à se référer au mensonge, à l'hypocrisie sous toutes ses formes, à la trahison, etc. comme mode de vécu. 5. Le plan reconnaît ce qui d'ailleurs fut réalisé dans sa créature, qui est le communisme, l'abolition de la démocratie, donc de la liberté de l'homme, l'abolition de l'héritage et du patrimoine, exemple la Russie et la Chine entre autres, l'abolition de la propriété privée, du patriotisme, de la famille, de la religion. 6. Le plan encourage la force et la violence, l'usage de la terreur sous toutes ses formes pour s'imposer. 7. La version révisée du plan par Weishaupt fut celui qui fonda les Illuminati. Il reconnut son adoration à Satan et l'utilisation du culte à Satan pour en arriver à imposer de force sur l'humanité un nouvel ordre mondial, et l'usage de l'idéologie satanique dans ses écrits et ses actions pour en arriver à ses fins. Surtout, il clama la destruction obligatoire de la chrétienté, de l'Église catholique, de toutes les religions pour permettre l'instauration d'un gouvernement mondial, etc., etc., etc. À moins de nous répéter sans cesse, il devient plus qu'évident ici de la prépondérance du surnaturel, ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des choses, qui est en dehors du domaine de l'expérience et échappe par conséquent aux lois naturelles, qui appartient au monde de la révélation et de l'extraordinaire chez Weishaupt, et à travers le contenu du plan. Enfin, répétons s'il le faut cette phrase, je cite, à qui est sincère, honnête, croire n'exige que peu, mais aux autres aucune preuve, même les plus évidentes, ne sera jamais suffisante. Le plan. Les 25 étapes du plan. Séduction et tribulation. Ce texte, comprenant 25 points différents, fut lu dans son entier en 1773 par Mayer Rothschild, alors âgé d'une trentaine d'années, à 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de Francfort en Allemagne. Son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le mouvement révolutionnaire mondial afin de gagner le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles et de la main-d'œuvre du monde. La réunion eut lieu, semble-t-il, là où fut fondée la maison Rothschild. Premièrement, gouverner par la force. Parce que la majorité de tous les hommes est encline au mal plutôt qu'au bien, les meilleurs résultats en les gouvernant pourront être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme, et non par des discussions académiques. Au commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui par la suite furent changées en lois. Les lois sont uniquement la force déguisée. Il est donc logique de conclure que par des lois de la nature, le droit repose dans la force. 2. La liberté politique. C'est une idée et non un fait. Ce qui est nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le libéralisme. De cette manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les conspirateurs pourraient rassembler en leurs mains. 3. Le pouvoir de l'or. Le pouvoir de l'or a usurpé le pouvoir des souverains libéraux depuis 1773. Il y eut un temps où la foi gouvernait, mais lorsque la liberté fut substituée à la foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fut logique d'assumer qu'ils pourraient utiliser l'idée de liberté pour en arriver à la guerre des classes. Cela n'a aucune importance, que le gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'aide du capital qui est entièrement entre nos mains. 4. La comédie politique. Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que les grandes qualités nationales, telles la franchise et l'honnêteté, sont des vices en politique. 5. La force est notre droit. Notre droit repose dans la force. Le mot droit est une pensée abstraite et ne prouve rien. J'ai trouvé un nouveau droit, attaqué par le droit du plus fort et éparpillé aux quatre vents. Toutes les forces légales,
toutes les forces de l'ordre établies afin de reconstruire toutes les institutions existantes et devenir le seigneur souverain de tous ceux qui nous ont abandonné le droit à leur pouvoir, droit qu'ils avaient volontairement délaissé à cause de leur foi dans le libéralisme. En rapport avec cette date de 1773, il est important de noter ici qu'en 1770, un prêteur qui avait organisé la maison Rothschild retint les services d'Adam Weishaupt, celui qui fonda l'ordre des Illuminati en 1776, et qui, après 1786, ordonna à ces derniers d'infiltrer les loges de la maçonnerie bleue et d'y former une société secrète à l'intérieur de sociétés secrètes. Il retint donc ses services afin de réviser et de moderniser les vieux protocoles pour en produire le plan ultime des Illuminati dans le but de prendre le contrôle du destin de l'humanité. 6. Le pouvoir invisible. Le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune mue ni aucune force ne puisse nous le ravir ou le détruire. 7. L'usage du despotisme. Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la populace d'une manière efficace parce que sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une civilisation qui était, nous, non sous la conduite des masses, mais sous celle de leur guide. Le jour où les masses s'emparent et saisissent la liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l'anarchie. 8. L'usage de la corruption. L'usage de la corruption morale et de toutes les formes de vice doit être systématiquement encouragé par nos agentours pour corrompre la jeunesse des nations aujourd'hui. L'on pourrait y ajouter l'alcool, les drogues, la tolérance à outrance de la sexualité sous toutes ses formes, l'utilisation effrénée des méthodes contraceptives, l'abus de l'avortement, le rejet du mariage et la prolifération des divorces, etc., etc., etc. Ce qui nous permet de mieux saisir la source réelle de tous ces problèmes reliés à la société actuelle du XXe siècle. Des agentours spéciaux doivent être entraînés en tant que tuteurs, laquais, gouvernantes, commis et par nos femmes dans les lieux de perdition visités par les goyim. 9. Abolition de la propriété. Nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel moyen et sans hésitation si, en le faisant, cela nous assure de la soumission et de la souveraineté. Au XXe siècle, les taux d'intérêt instables, les fluctuations des monnaies, les dettes nationales, la mauvaise gestion des fonds publics, l'inflation et le chômage provoqué, etc., sont autant de moyens se cachant derrière une façade de l'égalité pour saisir des propriétés. Au point qu'aujourd'hui, les banques et les trusts sont en train de devenir les plus grands propriétaires du territoire agricole dans l'histoire. 10. L'usage des slogans. Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots liberté, égalité, fraternité dans la bouche des masses. Mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets, des mots dont les prétendus hommes sages appartenant au goyim ne pourraient pas comprendre le sens à cause de leur degré d'abstraction. De même qu'ils ne pourraient pas non plus en noter ni la contradiction, ni en comprendre et saisir leur interrelation. Il n'y a pas de place dans la nature pour l'égalité, la liberté, la fraternité, sur les ruines de l'aristocratie généalogique et naturelle des goyim. Nous avons érigé l'aristocratie et l'argent. La qualification pour décrire cette aristocratie est richesse, abondance qui dépendent de nous. 11. Théorie de guerre. Ce principe décrit en 1773 a été utilisé par les États-Unis et l'Angleterre en 1939. Cela devrait être la politique de ceux qui fomentent les guerres, mais dirigent les conférences de paix, à savoir qu'aucun combattant ne puisse obtenir de gains territoriaux, et les guerres devraient être conduites de manière à ce que les nations engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes, de même que dans le pouvoir de nos agentours. L'asservissement de l'administration. Nous devons utiliser notre richesse pour choisir des candidats dans les affaires publiques. Les fonctionnaires de nos jours leur ressemblent étrangement, qui seraient asservis et obéissants à nos commandements de manière qu'ils pourraient être rapidement, promptement utilisés comme pions dans nos partis par les hommes ingénieux et capables que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des gouvernements en tant qu'aviseurs officiels. Les hommes que nous désignerons en tant qu'aviseurs auront été entraînés depuis leur enfance dans le but d'être en accord avec nos idées pour gouverner les affaires du monde. 13. Contrôle de l'information publique. Notre richesse combinée pourrait contrôler toutes les issues de l'information publique pendant que nous pourrions rester dans l'ombre et nullement blâmés malgré les répercussions dues à des publications de mensonges, de calomnies ou de diffamations. Chaque victime dans nos rangs doit se payer par un millier du côté des goyim. 4. Le mensonge des agentours. Rappelons que les agentours sont les agents espions des Illuminati, considérés comme des personnes exceptionnellement intelligentes que les Illuminati choisissent dès leur jeune âge, le groupe Mensa par exemple, qu'ils éduquent, puis endoctrinent dans l'idéologie d'un matérialisme séculaire. Par la suite, ceux-ci sont spécialement entraînés puis rendus capables d'agir en tant qu'experts et spécialistes dans les coulisses de tous les gouvernements, tant légitimes que subversifs, aussi bien qu'à tous les niveaux du monde politique, économique et industriel, ainsi que celui des sciences sociales et du religieux. Leur mensonge est le suivant.
En exécutant les criminels et les lunatiques après qu'ils aient réalisé la préparation de notre règne de terreur, nous pourrons alors nous montrer en tant que sauveurs des opprimés et champions des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement dans ce qui est à l'opposé, dans la réduction du nombre, dans le massacre des goyim. 15. Création des crises économiques. La création du chômage et de la faim imposée sur les masses à cause du pouvoir que nous avons de créer des pénuries alimentaires, cela créera le droit pour le capital de gouverner plus sûrement encore que ce ne l'était pour la vraie aristocratie par l'autorité légale des rois. En ayant nos agentours pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient par la suite être utilisées sans nous débarrasser de tous ceux qui osent se placer à travers notre chemin. Pour nous débarrasser, pardon. Entre parenthèses, en 1994, date à laquelle Serge Monast a rédigé ce texte, nous nous trouvons exactement dans cette funeste conjoncture. Une augmentation fabriquée du chômage, les restrictions des libertés vers une augmentation de la criminalité et des tensions sociales et interethniques, une instabilité politique provoquant, de son côté, une instabilité économique, la légalisation par les populations de la contrebande sous toutes ses formes, par la création de réseaux parallèles de distribution de biens de consommation, une poussée des gouvernements vers l'extrême droite, le conservatisme à outrance et l'exagération du nationalisme, la croissance du fascisme dans la création de corps policiers communautaires versus le développement de groupes de travail communautaires, l'utilisation des prisonniers à des tâches publiques, construction de routes, de prisons, de camps et la transformation des démocraties en dictatures nationalistes, etc., etc., etc. Fermez la parenthèse. Petit 16. Infiltration de la franc-maçonnerie continentale. Notre but serait de prendre avantage des facilités et du secret que la franc-maçonnerie nous offre. De cette manière, il nous serait possible d'organiser, à l'intérieur même de la franc-maçonnerie bleue, nos propres loges du Grand Orient, avec l'intention bien arrêtée de poursuivre nos activités subversives, mais tout en cachant la vraie nature de notre travail sous le couvert de la philanthropie, comme les œuvres de bienfaisance et les soirées mondaines par exemple. 17. L'usage des promesses. Nos agentours devraient faire des promesses les plus somptueuses aux masses, en utilisant des mots aujourd'hui. Slogans tels que indépendance et liberté. Les goyim pourraient être excités sur une telle lancée de ferveur patriotique que nous pourrions même les pousser à se battre contre les lois de Dieu et naturelles. D'ailleurs, cette lancée dont on parle ici fut celle des révolutions depuis 1789 pour cette raison. Après avoir obtenu le contrôle, nous pourrons effacer du lexique de la vie le nom même de Dieu. 18. Plan de guérilla urbaine et guerre révolutionnaire. L'art des batailles de rue, un modèle pour le règne de terreur. Tout cela doit accompagner chaque effort révolutionnaire, parce que c'est la route la plus économique pour amener les populations à une rapide soumission. 19. Utilisation de la diplomatie. Nos agentours déguisés en aviseurs politiques, financiers et économiques pourront faire appliquer nos mandats sans craindre d'exposer ceux qui composent la force secrète, ceux qui ne se cachent ceux qui se cachent derrière les affaires nationales et internationales. Par la diplomatie secrète, nous devons atteindre un tel pouvoir de contrôle que les nations ne pourront même pas en venir à une entente secrète sans que nos agents y soient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre. 20. Banqueroute politique et gouvernement mondial. Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses monopoles, réservoirs de telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des goyim, étant obligées de dépendre de nous pour s'agrandir, devront s'effondrer tout en même temps avec le crédit de leur gouvernement le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. 21. L'utilisation des guerres économiques. Comment s'emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux goyim? Par la combinaison de taxes très élevées et de compétitions déloyales, injustes, nous pourrons provoquer la ruine économique des goyim en ce qui concerne leurs intérêts financiers nationaux, aussi bien que leurs investissements. Sur le plan international, en augmentant les prix démesurément, les goyim s'élimineront eux-mêmes des différents marchés. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux, précis des matières premières, par l'agitation organisée parmi les travailleurs, sur la base de réduction d'heures de travail et d'augmentation de salaire, politique qui fut généralisée à outrance dans les années 60 et qui alla en augmentation avec l'intrusion de plus en plus poussée de la technologie. Mais nous devons organiser nos affaires et contrôler les conditions de manière que l'obtention par les travailleurs de salaires plus élevés ne pourra en aucune manière leur profiter. Entre parenthèses, ce qui en 1994, c'est le cas avec l'augmentation et la généralisation des problèmes économiques au sein des États et qui pousse les classes moyennes à devoir commencer à utiliser leur capital pour être à même de conserver leur niveau de vie antérieur à la crise actuelle. De même que cette crise pousse cette classe à se départir de plus en plus de propriétés secondaires et autres avantages. De plus, les politiques gouvernementales et bancaires, passées ayant presque forcé la classe moyenne à investir dans des fonds de retraite et ou des fonds boursiers, ou même dans des bons gouvernementaux, ont placé cette même classe dans une dépendance totale à tout perdre, du jour au lendemain, à partir du moment d'un effondrement boursier global. Fermez la parenthèse.
22. L'augmentation du nombre d'armements. L'augmentation des armements en vue de pousser les goyim à se détruire entre eux devrait être poussée jusqu'à un stade tellement colossal, la Russie et les États-Unis par exemple, qu'en phase finale, il ne resterait plus dans le monde que les masses prolétariennes et avec elles quelques millionnaires dévoués à notre cause, mais suffisamment de policiers et de soldats vivants pour protéger nos propres intérêts. 23. Composition du nouvel ordre mondial. Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient nommés par le dictateur. Il prendrait ces hommes parmi les scientistes, les économistes, les financiers, les industriels et parmi les millionnaires parce qu'en substance, tout se fera à partir de la question des personnalités. En d'autres mots ici, une dictature fasciste mondiale. 24. La corruption de la jeunesse. Nos agentours devraient s'infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement, dans le but de duper, de corrompre les membres les plus jeunes de cette société en leur enseignant les théories et les principes que nous savons être faux. Entre parenthèses, n'est-ce pas aujourd'hui le cas des systèmes d'éducation officiels partout en Occident? Point d'interrogation, fermez la parenthèse. 25. Les lois nationales et internationales. Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais plutôt être utilisées telles quelles, dans le but de détruire la civilisation des goyim, et cela simplement en retournant le sens de celle-ci de manière à les plonger dans des contradictions d'interprétation. Dans un premier temps, ce travail de falsification nous permettrait de masquer le sens premier de la loi, puis dans un deuxième temps, cacher le sens premier de toutes les lois. Notre but ultime étant évidemment de remplacer la loi par l'arbitrage. En conclusion, vous pensez que les goyim auront raison de nous par la force des armes, mais à l'Ouest, nous avons, contre cette éventualité, une organisation d'une terreur tellement effrayante que le cœur le plus robuste tremblerait, fléchirait, le clandestin, le métropolitain et la capitale. Les corridors souterrains seront établis dans les capitales et dans les villes de tous les pays bien avant que ce genre de danger puisse nous menacer. Métro et bases secrètes souterraines. Entre parenthèses, tout en respectant autant que possible le texte original dans la traduction de celui-ci, de l'anglais au français, nous avons tout de même pris la liberté, pour ce qui a rapport au titre des 25 points, d'utiliser un langage contemporain pour mieux en identifier le contenu par rapport à notre époque. Étant conscient que des termes tels que guérilla et des expressions telles usage de slogans et guerres économiques ne faisaient pas partie du langage utilisé au XVIIIe siècle. De plus, toutes les phrases et explications situées entre parenthèses sont de l'auteur et furent utilisées encore là pour mieux placer le contenu du texte de 1773 en rapport avec ce qui se passe à notre époque, 1994. De cette manière, il devient possible de voir comment un texte vieux de quelques 220 ans a été suivi d'une époque à l'autre jusqu'à modeler le tissu même de notre vie en cette fin du XXe siècle. Enfin, il ne faut pas oublier que ce texte, même datant de 1773, fut révisé par d'autres Illuminati à d'autres époques. Autant qu'il soit possible de le vérifier, le plan original de la conspiration se terminait là où il est terminé, ci-dessus. Je suis convaincu que les documents qui ont abouti dans les mains du professeur Nilus en 1901 et qui furent publiés en Russie en 1905 sous le titre du Péril juif sont une extension du plan original. Il ne semble pas y avoir de changement au niveau de la première section, mais des additions diverses furent faites, ce qui montre que les conspirateurs ont utilisé le darwinisme, le marxisme et même le nietzschéisme. Fermez la parenthèse. Plus important encore, des documents découverts en 1901 mettent à jour comment le sionisme fut utilisé à son insu. Il ne faudrait tout de même pas oublier que le sionisme n'a été organisé en fait qu'en 1897. Le Péril juif, traduit par Victor Marsden de son côté, fut publié par la Briton Publishing Society à Londres en Angleterre en 1921 sous le titre Les Protocoles des Sages de Sion. Je cite: Dans ce dernier cas, il fut ajouté une somme considérable de matériel dû probablement au développement rapide de la conspiration internationale. Le seul point de mésentente existant entre les documents publiés par le professeur Nilus et ceux publiés par Marsden provient uniquement des titres qui sont différents. Une fois que l'esprit de révolte contre les autorités aura été introduit dans les cœurs et les esprits des masses, l'effort révolutionnaire actuel sera réalisé sous un impétueux règne de terreur déjà préparé. Ce règne de terreur serait conçu par les chefs des Juifs Illuminati. En retour, ceux-ci auraient leurs agents infiltrés dans la très nouvelle franc-maçonnerie française venant de s'organiser et établie à l'intérieur des loges du Grand Orient maçonnique. Celui-ci devant à son tour être utilisé en tant que milieu révolutionnaire souterrain et instrument pour la conversion à la doctrine athéiste, dialectique et matérialiste historique. Amschel Mayer-Rothschild termina son discours de 1773 en faisant ressortir que, si des précautions appropriées étaient prises, personne ne pourrait jamais découvrir leur relation avec le mouvement révolutionnaire mondial. Certaines questions, à juste titre, peuvent être posées ici, à savoir comment être assuré qu'une réunion secrète eut vraiment lieu en 1773. Si tel fut le cas, alors comment peut-on vérifier les points élaborés lors de cette réunion? Les réponses à ces deux questions trouvent leur réponse dans l'incident survenu en 1785.
En 1785, justement, le courtier, voyageant de Francfort à Paris et transportant sur lui les détails des plans destinés au mouvement révolutionnaire en général, ainsi que des instructions concernant la Révolution française déjà préparée, fut frappé par un éclair en traversant Rastibon et mourut sur le champ. Les documents qu'il transportait tombèrent ainsi entre les mains de la police qui les remit ensuite au gouvernement bavarois de l'époque. Les instructions transportées par le courtier provenaient des Illuminati juifs d'Allemagne et étaient adressées au grand maître des maçons du Grand Orient de France. Je vous remercie.